Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée aux sauveteurs secouristes du travail. Alors comme vous le savez sûrement, le SST est un salarié. Il est formé pour porter secours à une victime au sein de sa structure d'emploi, mais également pour être un acteur de la prévention à part entière. Plus de 2 millions de SST sont présents en entreprise. Un chiffre qui, vous l'aurez compris, a déterminé le titre de la conférence, SST, premier sauveteur de France, puisqu'il représente la grande majorité des secouristes en France. Ensemble, nous allons aborder ce thème sous plusieurs angles. D'abord, Madame Sophie Giraudy, chargée du programme SST à l'Institut national de recherche et de sécurité, nous apportera le cadre général de cette conférence en nous présentant l'INRS, son rôle, le cadre réglementaire, ainsi que les contenus de formation. Monsieur Alain Casassol, formateur de formateurs, membre de l'équipe pédagogique nationale, nous précisera son rôle dans la chaîne de formation ainsi que son fonctionnement pyramidal. Il nous éclairera également sur les contenus relatifs aux gestes de secours inclus dans la formation. Madame Farida Hamami, qui sera obligée de nous quitter aux alentours de 16 heures, formatrice de formateurs au sein de la Croix-Rouge et membre du groupe de travail dédié au SST, mettra en exergue la place des associations agréées de sécurité civile au sein de la formation SST. Le docteur Nicolas Lecomte, médecin du travail et chargé de secourisme au sein du groupe PSA. Il sera notre lien avec l'entreprise. Il nous éclairera sur la place des sauveteurs secouristes du travail dans l'entreprise, dans la chaîne des secours, et nous donnera des exemples concrets d'intervention de SST chez PSA sur des accidents du travail. Et puisqu'on parle d'exemples concrets, nous avons également avec nous M. Axel Gaigne, SST chez Storangy, filiale de Engie, anciennement GDF Suez. Il nous parlera, lui, de son expérience et de l'occasion qu'il a eue de mettre à profit sa formation en dehors de son temps de travail, en venant en aide en décembre dernier sur le parking d'un supermarché à un homme qui venait de faire un arrêt cardio-respiratoire. Il nous racontera tout ça. Vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions à nos invités. Et donc, pour commencer, j'invite Madame Sophie Giraudy à prendre le micro. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Sophie Giraudy, donc chargée de programme à l'INRS. En quelques mots, l'INRS, qu'est-ce que c'est? L'INRS donc œuvre depuis bientôt 70 ans. On va fêter cette année les 70 ans de l'INRS à la prévention de la santé et la sécurité des salariés, donc dans le cadre de leur activité, leur emploi, du régime général. Le régime général, c'est le régime majoritaire en nombre, donc en volume des salariés en France. Ça représente plus de 18 millions de personnes aujourd'hui. Et nous fonctionnons avec plusieurs secteurs d'activité sur de la recherche, de l'assistance aux entreprises et un département formation dans lequel nous avons développé depuis 1957, donc c'est un vieux dispositif, le dispositif sauveteur secouriste du travail. Le dispositif SST au départ est issu donc de l'idée que lorsqu'on est sur une situation de travail, les événements font qu'on a apporté secours dans certains cas à nos collègues et comment être formé à ça et dans le cœur de métier de l'INRS, comment éviter que cet accident arrive. Donc en 1957, quand on a démarré ce dispositif SST, on s'est appuyé sur les gens qui savaient déjà faire du secourisme. Et c'est là aujourd'hui l'objet de la conférence. Donc c'est historiquement une position du SST sauveteur qui est très ancienne et qui est la première dans le sens où on a travaillé en premier lieu avec les grandes associations agréées. On a la représentation de la Croix-Rouge, mais avec les associations de sécurité civile, protection civile et autres qui œuvraient déjà dans ce secteur-là. Donc le secours, c'est quelque chose qui est très ancien. Est arrivé ensuite, et s'est adossé et s'est développé toute la partie prévention, partie dont on ne parlera pas ou peu aujourd'hui,
à certains moments, on ne parle que de ça. Ce matin, on a eu une autre intervention, on n'a parlé que de prévention. Et cet après-midi, on est là pour parler du secours. Donc le SST, c'est quelqu'un qui est formé sur une durée qui est au minimum de 12 heures et qui inclut ces 2 domaines de compétences, à porter secours à une victime dans une situation de travail. On a, au cours des années, refondu, refait et retravaillé donc, le contenu de ce dispositif jusqu'à réaffirmer et faire la différence entre les 2 domaines de compétences en 2014-2015, où là, on a bien fait la différence entre les 2 casquettes du SST, celle de porter secours et celle d'agir dans l'entreprise en matière de prévention des risques. Alors, en matière de secours, il y a une chose qui est un petit peu nouvelle aujourd'hui, et l'actualité du salon tombe très bien. Je crois qu'on a dans une salle juste à côté une nouveauté avec l'arrivée donc, des nouvelles recommandations PSC1. On n'a pas autour de la table, mais s'il m'entend, j'espère qu'il sera d'accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. On a pris une position qui est très simple, qui est de dire aujourd'hui, la partie des secours, des gestes de secours, émane des prérogatives d'une entité autre, d'une autre tutelle, ministère de l'Intérieur et des GSC. Et à partir d'aujourd'hui, le SST, dans la partie des gestes de secours, est calqué sur les recommandations PSC1. C'est quelque chose qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. On rentrera dans plus de détails tout à l'heure avec Alain. Mais c'est une position institutionnelle qui a été prise en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, un sauveteur secouriste du travail a par équivalence le PSC1, anciennement AFPS, et les gestes de secours et conduite à tenir sont les mêmes. C'est quelque chose qui est ancien, décembre 2002. Tout le monde connaît ces arrêtés, cette équivalence. Et parce qu'il y a cette équivalence, aujourd'hui, on a manifesté le souhait de ne plus déroger aux recommandations qui sont délivrées par le ministère de l'Intérieur via la DGSC. Ça, c'est une évolution importante. Et on est là aujourd'hui, à plus juste titre encore, pour dire que nos 2 millions et quelques de SST, quand on dit 2 millions à 2,5 millions, c'est parce qu'on n'avait pas d'outils fiables pour les mesurer. Je pourrais en parler 2 minutes après. On commence à rentrer dans des chiffres un petit peu plus justes et plus fiables. On est aujourd'hui vraiment dans cette disposition-là. Le SST est formé, a le PSC1 et contribue. Voilà. Alors pourquoi du SST, juste pour donner un petit cadre général, pourquoi le SST et comment il fonctionne? On a bien évidemment sur la partie des secours un cadre réglementaire dans l'entreprise, des articles du Code du travail qui vont donc au-delà de l'obligation de porter secours à autrui et qui réglementent dans l'entreprise, notamment sur les chantiers dangereux ou sur les endroits où on a nécessité d'avoir et où l'accidentologie est importante. Le Code du travail légifère et oblige à former des gens au secourisme. Alors le Code du travail est un peu particulier, ça c'est des questions qui reviennent très souvent. Il ne précise pas que c'est la formation SST, sauveteur secouriste du travail, qui est détenue par l'INRS, qui est la bonne réponse donc, à cette obligation d'avoir des gens formés au secourisme. C'est néanmoins une réponse qui, historiquement, aujourd'hui, est la plus adaptée, parce que c'est la seule formation où le secours, que l'on retrouve à l'identique dans le PSC1, est adapté au monde de l'entreprise et à l'organisation des secours dans l'entreprise. Quand on me dit la différence entre le SST et le PSC1, c'est la prévention, ça c'est effectivement une erreur. Ce sont des gestes de secours, mais qui s'intègrent à la vie de l'entreprise, à l'organisation des secours dans l'entreprise. Donc on a un trait commun, et en ça, par rapport à la grande cause nationale et à cet élan et cet objectif de développer ces gestes qui sauvent, le SST contribue. Mais quand il est en situation d'entreprise, on verra tout à l'heure, j'imagine que le docteur Lecomte en parlera, dans l'entreprise, il doit néanmoins œuvrer en fonction de l'organisation de son entreprise. Voilà, donc c'est une contribution qui est dans l'entreprise, hors de l'entreprise, mais pour laquelle on a légiféré et on a donné un certain nombre de cadres qui sont pour l'essentiel réglementés dans le Code du travail. Il existe d'autres choses aussi, des recommandations. Donc on a une exigence qui est posée par le Code du travail. Et puis il y a un autre élément qui est important aussi.
l'organisation de la prévention dans l'entreprise est régie par un certain nombre d'entités, un réseau prévention fait de CARSAT, que sont les caisses donc, régionales CARSAT ou CRAM, et qui vont dans les entreprises via des contrôleurs, via des qui viennent voir et peuvent aller jusqu'à donner des injonctions ou aller jusqu'à donner des recommandations. Et très souvent, le SST est le dispositif qui est préconisé et qui est apporté par ces personnes, par ces contrôleurs de CARSAT. Donc c'est celui qui est le plus connu dans l'entreprise et qui permet de contribuer à cet objectif de sauver des vies. Vous avez encore un peu de temps, si vous voulez. Ok. Bon, on va revenir. Alors, il y a sur cette thématique cette année donc du sauveteur secouriste du travail qui contribue à sauver des vies et vient alimenter cette grande cause nationale qui est d'actualité là depuis l'année dernière. On est aujourd'hui donc à un moment assez crucial avec de nouvelles recommandations et on a souhaité donc développer et suivre les préconisations du PSC1 et profiter de cette table ronde pour faire un petit zoom, alors qui intervient juste après une conférence qui a lieu à côté, qui vient d'être développée par Laurent Leclerc, donc de la DGSC, du ministère de l'Intérieur. On a souhaité faire un petit zoom avec Alain Casassol, qui est donc l'intervenant qui forme tous les formateurs à l'INRS, pour vous éclairer un petit peu sur ce qu'il y a dans ces contenus du SST. Donc le SST a 2 casquettes, il porte secours, il intervient en matière de prévention. En quelques mots, comment on devient SST dans une entreprise? Une particularité du SST, c'est qu'il est éligible au titre de la formation professionnelle continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formation qui est finançable par les financeurs que sont les OPCA. Donc c'est une formation reconnue qui répond à des exigences en matière de certification, en matière de valeur ajoutée apportée à la personne et à l'entreprise. Une formation de 12 heures qui est transférable d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important à dire aussi. Bien que ce soit une formation de salariés, à la différence du PSC1 qui s'adresse à un grand public, le SST est transversal. Il n'existe pas de SST pour les chauffeurs de taxi, de SST pour les menuisiers. Le SST est transversal. Quand vous êtes SST dans une entreprise, vous êtes SST pour 2 ans et vous pouvez transférer cette compétence d'une entreprise à une autre. Donc c'est une particularité qui permet aujourd'hui de faire que cette formation est reconnue et éligible au titre de la formation professionnelle. Je vais peut-être répondre à des questions ensuite sur comment on devient SST, mais je pense que on attend aujourd'hui peut-être des témoignages un petit peu plus concrets. Alors je parlais tout à l'heure de chiffres. On dit 2 millions à 2,5 millions. On a développé au niveau de l'INRS un outil national qui permet à toutes les entités qui déploient du SST de saisir les gens qu'ils forment. On a un gros outil national qui va nous permettre bientôt, j'espère, de pouvoir repérer où sont ces 2 millions à 2,5 millions de SST en France, pouvoir dire dans telle entreprise on en a 2, 3, pas, et pouvoir faire un lien ensuite avec l'accident du travail. Voilà. Dans cette entreprise qui a des SST, est-ce qu'on a plus, moins d'accidents? Est-ce que les accidents sont limités? Quelle est leur gravité? Voilà. Et qu'on puisse faire ce lien, valoriser les entreprises qui ont une personne qui a été formée au sauvetage secourisme du travail. C'est une formation où on doit être recyclé. Ceux qui sont là doivent tous le savoir, à la différence de l'autre dispositif, c'est-à-dire que tous les 2 ans, la personne, le salarié, doit suivre un recyclage d'une journée qui lui permet de conserver ses prérogatives de SST. Alors la différence avec d'autres dispositifs, et en particulier le PSC1, qui au niveau d'acteur est équivalent en termes de gestes de secours, la particularité de ce SST, c'est également, via ce recyclage, le fait qu'il doit s'adapter à une réorganisation des secours, à une évolution dans l'entreprise, d'où cette obligation de recyclage. Et il prend en considération, bien évidemment, toutes les évolutions, dispositions réglementaires qui pourraient intervenir dans cette période-là. Aujourd'hui, le SST dans l'entreprise, il n'est pas seul. Ça, c'est un dernier message qu'on pourrait donner aussi dans le cadre général de l'exercice de sauveteur du SST. Il intervient avec une équipe
En matière de prévention, il intervient avec les acteurs de prévention de l'entreprise. Et bien évidemment, il fait le lien avec l'organisation des secours extérieurs. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Alain Casassol, alors, formateur, deux formateurs, deux formateurs. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est à vous. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, Alain Casassol, effectivement, donc formateur au Cube, comme ça évite de le répéter plusieurs fois pour l'INRS. Donc expliquer déjà un petit peu la chaîne de formation et puis remettre un petit peu de chiffres. On va commencer par l'acteur SST, qui est notre cible. Donc voilà, effectivement, 2 millions à 2,5 millions de sauveteurs secouristes du travail. Donc formés par des formateurs SST, formateurs d'entreprises et formateurs d'organismes de formation qui sont aujourd'hui au nombre de 20 000 environ. Et donc ces mêmes formateurs SST sont formés par des formateurs de formateurs. Voilà, et donc là c'est l'institution, l'INRS, donc qui effectivement... donc je suis en charge de former pour les formations initiales, mais également pour les MAC. C'est des formations qui sont soumises, comme vient de le dire Sophie, pour l'acteur, mais aussi pour le formateur et pour les formateurs de formateurs. Voilà, et donc là, c'est environ 700 formateurs de formateurs sur le territoire national. Donc voilà pour présenter un peu la chaîne de formation. Faire le focus effectivement plutôt sur la partie secours que sur la partie prévention, puisque ça fait partie d'un de nos deux domaines de compétences, et que moi déjà, à défaut d'être une action, enfin une obligation citoyenne, il y a des obligations du Code du travail, Sophie l'a rappelé, mais que de toute façon, avant d'être SST, c'est une personne capable de porter le secours, que ce soit dans l'entreprise, bien sûr, c'est son cadre principal, mais voilà, le fait de porter secours peut se faire aussi une fois passé la grille de l'entreprise, et la compétence, ou les compétences sont toujours présentes. Oui, parce qu'on est sauveteur partout. Voilà, on est sauveteur partout, exactement. Donc, dans ce domaine de compétences, effectivement, secours, donc il y a 8 compétences à acquérir, voilà, donc qui se déclinent avec effectivement voilà, une hiérarchisation des situations les plus urgentes avec les victimes qui saignent abondamment, les victimes qui s'étouffent. Ensuite, des situations les plus courantes, heureusement au moins courantes, avec des victimes qui se plaignent. Donc là, on traite des malaises, on traite ensuite des personnes qui peuvent présenter des brûlures, des traumatismes ou des plaies qui ne saignent pas abondamment. Donc on est très superposable aux autres dispositifs du PSC1 pour le ministère. Et puis ensuite, donc, la victime qui ne répond pas, qui respire. Et pour terminer ensuite sur la compétence la moins courante, la victime qui ne répond pas et qui ne respire pas. Voilà, je ne suis pas en train de donner un ordre de déclinaison de compétences, c'est juste les 8 compétences. Voilà, donc ça, c'est effectivement tous les contenus qui aujourd'hui sont les mêmes, en tout cas dans les conduites à tenir et dans les gestes que celui du PSC1. C'était un choix d'avoir un parallèle avec eux. De par d'abord l'équivalence, effectivement, le sauveteur secourisme du travail, depuis 2002, est réputé détenir son PSC1. Enfin, c'était la FPS à l'époque. Il y a eu ensuite le texte de juillet 2014 lors du passage de la FPS au PSC1. Et puis aussi des équivalences au niveau du formateur. Je vais laisser la On va dame attendre parler. une seconde. D'ambulancier de Lausanne. Merci. C'est bon, vous pouvez continuer. Merci. Voilà, je vous en prie. Donc des changements, puisqu'il y a eu des changements sur le PSC1, donc nous avons aussi des changements sur notre dispositif SST. Pour venir un petit peu d'abord sur, on ne change pas parce qu'on a envie de changer, c'est des recommandations donc, qui émanent des instances internationales, de l'ILCOR, des déclinaisons sur les instances européennes et ensuite françaises, donc avec l'Observatoire national du secourisme, auquel on a participé à des rencontres au mois de juin, et donc effectivement cette partie Direction générale de la sécurité civile et des gestions de crise, sortie le 6 janvier du PSC1, et nous avons réagi tout de suite avec notre nouveau guide des données techniques, qui reprennent exactement, sauf quelques petites modifications de sémantique, voilà, mais sinon c'est tout à fait la même chose dans les gestes. Et puis l'annexe, qui est donc effectivement un document nouveau sur notre dispositif SST, qui permet d'expliciter le pourquoi du changement et donner aux formateurs voilà, des moyens, surtout lors des MAC. Sophie évoquait que nos acteurs suivent des formations continues
qu'on puisse expliciter les changements. Voilà, donc je ne sais pas si les changements, on peut en rediscuter très rapidement. Bien sûr, bien sûr. Donc on va évoquer un petit peu donc, dans l'ordre. Concernant l'alerte, effectivement, on va prendre en compte aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur des médias, des réseaux sociaux. Bon, voilà, là, ça fait juste partie d'explications de texte. Nous avons ensuite, notre partie en sauvetage au code du travail. Bon, la partie protégée, il n'y a pas de changement, mais l'examen de la victime, qui, voilà, si je fais aussi un parallèle avec le dispositif PSC1 qui n'existe pas, mais où il n'y a pas de véritable changement non plus. Et puis ensuite, donc, dans les actions secours, le changement effectivement sur le saignement abondant, hein, donc voilà, faire comprimer par la victime, pour pouvoir effectivement agir au plus vite, protéger, le SST puisse se protéger, et puis ce fameux garrot tourniquet dont tout le monde entend parler, voilà, donc qui est un garrot aussi improvisé, et puis ensuite à la demande des services de santé au travail, il pourrait y avoir dans l'absolu, dans les trousses de secours à titre préventif, des garrots tactiques, mais ça, voilà, c'est pas du tout l'objectif. Voilà pour ce changement. Oui. Sophie me glisse à l'oreille, effectivement aussi, puisqu'il y a eu de la simplification au niveau du PSC1. Donc, on a pris exactement les mêmes mesures. Donc, simplification, voilà, ce qu'il y avait encore comme point de différence aussi, celui qui est le plus notable, c'était les 5 premières insufflations chez l'enfant et le nourrisson. Donc, on a pris parti également, voilà, de les supprimer de notre côté. Pour rester en fait voilà, aussi dans l'idée que la prise en charge de l'arrêt cardiaque est la même que ce soit chez l'enfant, le nourrisson ou chez l'adulte. Le débat, en 2 secondes, le débat était effectivement de savoir si on maintenait encore des divergences ou pas. Hein. Il y a, voilà, puisqu'on parle de ce dispositif SST sur cette partie du secours, et la discussion à notre niveau était de s'interroger sur le fait est-ce qu'on maintient sur certains de ces gestes des divergences, parce qu'on est dans le cas soit d'une formation grand public citoyenne, soit dans l'autre une formation professionnelle, et d'un commun accord avec le ministère. On a, dans un souci de simplification également aussi, de lecture pour nos formateurs, pour les gens qui sont, comme vous le disiez, SST et sauveteurs à tout moment, y compris une fois qu'on sort de son entreprise. Dans un souci de simplification, on a fait ce choix-là de balayer et d'effacer ces divergences. Voilà. Donc on va avoir... on a déjà depuis une semaine beaucoup de questions, mais c'est un choix volontaire et réfléchi que de gommer ces divergences qui subsistaient encore, qui auraient pu s'expliquer par le fait qu'on était en formation professionnelle, donc des exigences qui pouvaient être autres, mais on a vraiment fait ce choix de les balayer, de les supprimer. Merci. Donc on simplifie, on unifie. Voilà, simplification, unification, dans le même sens, effectivement, et dans le bon sens. Même chose pour des gestes qui aujourd'hui en fait n'ont pas été vraiment aussi des techniques qui n'ont pas été randomisées par les instances que j'évoquais tout à l'heure. Je pense à des choix de côté de retournement par exemple pour la victime qui ne répond pas et qui respire. Voilà, simplification également sur les brûlures. Voilà, donc on est effectivement dans la même direction que le dispositif PSC. Voilà. Très bien. Donc vous formez des formateurs de formateurs, aussi des formatrices de formateurs. Farida Hamami, vous êtes formatrice de formateurs. C'est à vous. Madame, monsieur, bonjour. Donc effectivement, je suis Farida Hamami, formateur de formateurs à la Croix-Rouge française. C'est masculin encore. Bon. Donc, on n'a pas encore féminisé, effectivement. Pour me situer par rapport à Sophie et Alain, Sophie et Alain modifient les textes et nous les appliquons derrière avec un effet boomerang, puisqu'après, effectivement, les formateurs et les acteurs appliqueront aussi ces modifications. Pour vous présenter la Croix-Rouge, je ne sais pas si je dois la présenter encore, en toute humilité, bien sûr. La Croix-Rouge française est un acteur majeur de la sécurité civile. Elle est connue dans divers domaines que vous connaissez, au plus près de la population, et notamment dans le domaine des premiers secours. Donc, nous intervenons dans les premiers secours
au niveau du grand public, mais également au niveau des entreprises, notamment dans les initiations, les sensibilisations et également les formations. Nous sommes également fortes de cette expérience. La Croix-Rouge française est un organisme de formation, de grande envergure. Pour vous donner des chiffres, alors bien sûr sous le contrôle de Sophie, 39 000 salariés SST qui ont été formés cette année et 400 formateurs SST. 400 formateurs SST qui vont déployer leurs compétences et leurs savoirs dans tous les organismes et qui vont démultiplier le nombre de SST. Un sauveteur secouriste du travail, comme le disait très justement tout à l'heure Sophie, va intervenir principalement dans son entreprise. Il a les compétences pour pratiquer, il a les compétences en matière de prévention des risques professionnels, mais il a les compétences aussi pour agir sur des situations d'accident, puisqu'il reste avant tout un citoyen. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est le premier maillon de la chaîne de secours également, et à ce titre, donc, il va intervenir sur des situations autres que des situations de travail. Voilà. Très bien, merci. Donc, les associations agréées de sécurité civile ont vraiment un rôle important à jouer dans la formation des SST. Oui. C'est ce que vous nous dites. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Oui, Madame Giraudy. Sur nos partenaires que sont les entités comme la Croix-Rouge ou les organismes de formation ou les entreprises qui, à l'interne, comme c'est le cas de PSA, développent et dispensent les formations SST. Pour vous donner une petite idée, on a aujourd'hui à peu près un peu plus de 4000 entités on est presque aujourd'hui quasiment à 5000 entités qui dispensent le SST avec une proportion 50-50 organismes de formation et entreprises. Donc quand on fait du SST dans son entreprise, on a le choix soit d'être formé par un formateur d'un organisme de formation extérieur, soit un formateur SST de sa propre entreprise. Donc on est à peu près en nombre d'entités sur moitié-moitié d'organismes. Et voilà, par contre, dans les organismes de formation, puisqu'on parle de la Croix-Rouge qui est organisme de formation, dans ces organismes de formation, les partenaires associations agréées sont une 50aine, alors qu'on a 2000 organismes de formation, petits organismes de formation, ou quand je dis petits, il y en a des gros parmi ces petits, mais quand on dit un organisme de formation, ça peut être un auto-entrepreneur comme un très gros organisme de formation national. Donc on est sur 50 et 2000, et sur ces 50 et 2000, les 50 forment autant de SST que les 2000. Voilà, pour donner une réponse à votre question sur les associations agréées qui sont au départ, donc ces associations de sécurité civile, des partenaires du secours, qui se sont mis comme la Croix-Rouge petit à petit à la prévention, et à rajouter et se sont emparés de ce dispositif SST qui a qui développe d'autres compétences que celles de porter secours. Aujourd'hui, dans le pool des organismes de formation, forment à eux seuls, voilà, la 50aine d'entités qui sont là, autant que tous les autres organismes de formation. Voilà, donc ce sont des partenaires qui sont importants pour nous dans le développement du SST, qui néanmoins parfois souffrent un petit peu, je parle à ta place du coup Farid, qui parfois souffrent justement de n'avoir que cette image secours, donc sur la partie prévention ont parfois un peu plus de chemin à faire que des organismes de formation qui sont très reconnus sur la prévention des risques. Mais par contre, en matière de secours, il est clair qu'ils sont là sur leur terrain privilégié. Ensuite, on a on a le cas des entreprises qui est autre. Je fais juste là une petite remarque qui va servir de liaison pour la suite. Le formateur d'entreprise, ça reste quelque chose qui pour nous est très important parce qu'il est, je dénigre pas du tout l'action qui est faite par les associations ou organismes de formation, pas du tout, heureusement qu'ils sont là, la preuve, ils forment beaucoup. Mais le formateur d'entreprise, il est aussi un acteur privilégié parce qu'il connaît son entreprise. On parlait d'organisation des secours dans l'entreprise, il connaît parfaitement
la manière dont ça fonctionne dans l'entreprise, il connaît le service de santé au travail de son entreprise, les interlocuteurs, il connaît, voilà. Et il les risques connaît les de risques, l'entreprise. il est au fait de l'activité de l'entreprise. Le SST, il a cet avantage-là, c'est qu'il est SST, mais il est aussi salarié de l'entreprise. C'est lui qui est sur sa machine, dans son atelier, dans son bureau. Et donc, il a effectivement cet avantage en matière de risque. C'est quelque chose qui, pour nous, institutions qui portons ce dispositif, très, très important. Merci Sophie Giraudy pour la transition. C'est à vous, docteur Nicolas Lecomte. Merci. Bonjour à tous. Nicolas Lecomte, je suis médecin du travail chez PSA. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je travaille chez PSA. En 2 mots, PSA est un des constructeurs automobiles français avec de nombreux sites en France. J'aimerais vous parler de 3 points différents. Le premier sera l'organisation des secours et la place du SST dans le groupe PSA. Pouvez-vous rapprocher un peu Bien le sûr, micro de ouais. votre bouche Donc le premier Merci. point sera l'organisation des secours chez PSA et la place du SST. Le deuxième, ce sera une action de valorisation qu'on a mis en place plus spécifiquement sur le site où je travaille. Et je terminerai simplement en vous donnant quelques exemples d'interventions qui sont plus passées sur le site dont je m'occupe. Chez PSA, donc déjà comment on devient SST chez PSA, on a la chance d'avoir notre propre formatrice de formateurs qui est présente dans la salle, Madame Joëlle Ledig. Elle peut lever la main. Qui est Bonjour. juste là, que je remercie très chaleureusement pour tout le travail qu'elle fait, parce qu'à la fois sur tous les sites, que ce soit industriels, tertiaires, même les succursales qui vont vendre les voitures, c'est notre formatrice qui va les les formateurs de SST. Aussi un peu. Oui. On a la particularité chez PSA de fonctionner, on essaye de plus en plus de fonctionner ensemble sur des mêmes lignes de conduite. Et historiquement, chaque site faisait un petit peu, en matière de SST, ses prérogatives. Et l'année dernière, au niveau de la coordination médicale, on a décidé d'écrire des choses, finalement. Voilà, l'organisation des secours dans les sites PSA France, on veut que ce soit ça. On définit tous les acteurs. Alors on va avoir les services de surveillance, on va avoir les SST, on va avoir les infirmeries, on va avoir les secours extérieurs. On définit nos besoins, nous on veut que ce soit ça et que ça se déroule comme ça. Donc ce travail-là, il a été fait en fin d'année et il est en train d'être validé au niveau du groupe, parce que bien évidemment il y a tous les processus de validation dans les grandes entreprises pour qu'on puisse définir nos besoins et placer le SST vraiment au cœur de la chaîne de secours chez PSA. Le site sur lequel je travaille, c'est un site de production de moteurs. Donc à la fois usinage de pièces moteurs et montage du moteur derrière. Donc on a des risques professionnels qui sont très variables. Et en termes d'accidentologie, on peut avoir des choses très très graves. Tout à l'heure, je vous parlerai d'un exemple qui s'est passé lundi matin. On a eu par exemple quelque chose de grave, je vous en parlerai juste après. L'entreprise PSA, donc on a à peu près 4000 SST dans le groupe, on n'est pas loin des 10%, donc on est au-delà du seuil réglementaire et c'est vraiment un choix de l'entreprise d'aller au-delà de ce seuil-là et de tendre vers les recommandations de l'INRS. On a développé sur mon site en fin d'année une action de valorisation des SST, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une cérémonie où tous les SST de l'entreprise étaient invités. On les a réunis, on a fait des témoignages avec les plus anciens SST de l'entreprise, les plus récents, essayer de faire partager les interventions sur lesquelles ils ont pu déployer leurs compétences et ensuite se retrouver autour d'un moment de convivialité. Donc c'était vraiment une action de valorisation qui a été voulue par l'entreprise et qui a été plutôt très bien perçue dans le groupe. Pour ce qui est des exemples concrets, l'idée que je voudrais mettre en avant, c'est que, pour répondre au thème de la conférence, oui, le SST est le premier secoureur, les premiers sauveteurs de France. Je développerai 3 exemples. Le premier, qui s'est passé lundi matin, dans un atelier d'usinage, une personne salue un collègue, il ne fait pas attention, il met son pied au niveau d'un convoyeur, qui se trouve être une table élévatrice, en saluant son collègue. Donc, la personne continue à travailler par un automatisme, il enclenche son mécanisme, la table élévatrice se lève
Et le salarié se retrouve le pied coincé entre un plan dur et une table élévatrice. Donc voilà, chaussures de sécurité complètement explosées. La personne s'est retrouvée avec les 2 derniers doigts de pied du pied gauche et l'avant-pied complètement écrasés. Bon, la chaîne de secours interne fait que le signal d'alerte est donné au service surveillance, qui fait le relais avec nous à l'infirmerie, et on prend l'ambulance, on se déplace directement dans l'atelier. L'atelier est très grand, même si on y est rapidement, on n'y est pas tout de suite. La première personne à avoir pris en charge ce salarié était bien évidemment un SST, présent dans l'atelier. Deuxième exemple, fin d'année dernière, au mois d'octobre si je me souviens bien, on est appelé pour un arrêt cardio-respiratoire qui s'est passé, une personne retrouvée inanimée dans les toilettes, dans un atelier de montage. Bon, urgence extrême évidemment, on s'est déplacé pour prendre le relais. La première personne à initier les manœuvres de réanimation, et ce le plus rapidement possible, était le SST du secteur. Ils étaient même 2, puisqu'il y en avait 2 dans l'atelier, qui sont venus prendre le relais et initier les manœuvres. Donc encore une fois, on sait que dans les situations d'urgence, il faut aller vite. Et le fait d'avoir ces personnes qui sont formées au contact des salariés sur des grands sites tels qu'on peut les avoir dans le groupe PSA, c'est un réel atout. Troisième exemple, ça s'est passé sur un site voisin, sur le site de Metz. Il me semble que c'est il y a quelques années. C'est une personne qui s'est fait arracher la main par un chariot moteur, parce qu'évidemment on a une activité logistique aussi. Pareil, le temps d'intervenir, la première personne à pouvoir pris en charge cette personne-là, c'était un SST. Systématiquement, moi ça fait 1 an que je suis sur le site, dès qu'on a quelque chose qui se passe de grave, le SST, il est présent. C'est lui qui initie les premiers secours jusqu'au relais à l'arrivée à la fois du service surveillance et du service médical. D'autant plus important qu'on a la particularité de ne pas être, le service médical de ne pas être ouvert 24 heures sur 24. Et on a des salariés qui travaillent de nuit permanente, donc il y a de la production la nuit. On a également, sur tout ce qui se passe la nuit, la plupart du temps, c'est le SST qui, lui, a une part encore plus importante, on va dire, qu'en journée, dans la prise en charge des secours. D'accord. Et le service, parce que vous nous parlez de sites relativement importants, oui. Chez PSA, vous avez aussi des garages, et des petits garages, où le SST trouve sa place, parce que aussi on n'a pas de service médical à demeure. Tout à fait. Alors, bien évidemment, on a tendance à parler des gros sites PSA parce qu'on a plusieurs milliers de salariés sur les sites, mais on a aussi des petites structures de 20, 30 salariés où là, le SST il aura à la fois le rôle de secours d'urgence et justement l'aspect prévention qu'on évoquait avant, il va être peut-être d'autant plus important dans les petites structures, les petites entreprises. Tandis que dans les grosses, on a forcément d'autres services, à la fois les CHCCT, les organisations syndicales, et on a un service prévention et les services médicaux qui vont être plus sur l'aspect prévention. L'aspect prévention du SST dans le groupe, elle est en train de se mettre en place. L'aspect secours, on est bien au clair, mais c'est quelque chose qui a développé. Les premières remontées qui se font des SST en matière de prévention, ils ont plus tendance à aller vers les élus CHSCT, plutôt que de nous faire le retour, que ce soit au service médical ou directement à l'employeur. Merci, docteur. Monsieur Gaigne, donc vous avez bénéficié de formation interne, d'un organisme de formation interne ? Oui, formation interne. Gardez bien le micro près de la... Bonjour à tous, donc Axel Gaigne, je suis cadre aux fonctions support de l'entreprise Storengy, qui est une filiale d'Engie, spécialisée dans le stockage de gaz naturel souterrain. Donc moi je suis SST depuis 12 ans maintenant, j'ai fait ma formation initiale en 2005 au sein de Gaz de France à l'époque. Et le fait déclencheur qui m'a finalement entraîné à suivre cette formation, c'est une anecdote que j'ai vécue pendant les vacances. À l'été 2004, j'étais en vacances dans le sud de la France, j'étais attablé sur une terrasse de restaurant. Et à côté de moi, il y a une famille avec un petit bébé qui a fait une fausse route avec son biberon et qui a commencé à s'étouffer. Et en fait, les parents n'étaient pas non plus formés aux gestes de premier secours. Donc très vite, la panique est montée, donc ils ont crié au secours. Attablé à côté de nous, il y avait le pharmacien local qui avait sa pharmacie à côté, qui a tenté de faire quelque chose, mais visiblement il n'avait pas l'air d'être formé non plus. Donc les secours ont été appelés, les pompiers sont arrivés.
Puis le SAMU, donc ça a été assez compliqué. Et vraiment, ça a été un électrochoc pour moi. Et je me suis dit, moi je suis jeune père de famille, j'ai un petit garçon qui a 3 ans, et je me suis dit, si ça doit m'arriver, il faut absolument que je sois en mesure de pouvoir réagir. Donc voilà, donc, plus récemment, j'ai pu mettre à profit les compétences que j'ai pu acquérir au long des recyclages au sein de l'entreprise, puisque le 3 décembre dernier, aux alentours de 13h, bon, je pense que je ne suis pas prêt d'oublier la date ni l'heure, sur un parking de supermarché, je revenais de faire mes courses avec ma femme et mon fils. Et donc j'arrive à ma voiture et j'entends une femme qui se met à crier au secours. Au secours, mon mari respire plus, au secours, venez m'aider. J'avais mon fils dans les bras, donc j'ai dit à ma femme, occupe-toi de lui, je vais voir ce qui se passe. Donc j'arrive auprès de la victime qui était assis au volant. Et effectivement, je l'ai sollicité une première fois pour voir si au moins il était conscient et s'il était en capacité de me répondre. Et en fait, il ne se passait absolument rien du tout. Donc j'ai pris la décision de le sortir de la voiture et de l'allonger par terre. Donc là, je l'ai sollicité une nouvelle fois, je lui ai fait une compression thoracique pour voir s'il réagissait. Il ne réagissait absolument pas. Donc je me suis penché au-dessus de lui pour voir s'il ventilait. Il ne ventilait pas, le ventre ne se soulevait pas. Donc là, je me suis dit, j'ai pas d'autre choix, il faut que je le masse. Donc j'ai commencé le massage. Et en fait, le massage a été plutôt très rapide, puisqu'en fait, j'ai eu le temps de le masser 3 ou 4 fois. Et il est revenu absolument immédiatement à lui, tout de suite. Et en fait, il était conscient de tout ce qui s'était passé avant. Donc, je lui ai posé les questions d'usage. Est-ce que vous savez comment vous vous appelez? Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous êtes malade en ce moment? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous savez qui est la personne qui est à côté de vous? Sa femme était à côté en panique, évidemment. Donc voilà, déjà ça c'était une bonne chose de faite. Je pense que le plus dur dans cette intervention-là, finalement, ça a été de gérer les personnes autour. Et la formation SST est plutôt très bien organisée pour ça, parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais gérer la foule autour, c'est vraiment, je pense, une fois que la victime est finalement hors de danger, c'est très compliqué. Donc je me suis assuré, j'ai une trousse de secours depuis que je suis SST dans ma voiture, je me suis assuré que la personne soit au moins avec une couverture, parce qu'en fait, en plus début décembre, il faisait extrêmement froid, il faisait moins 5 degrés dehors, donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel était la victime, couchée par terre. Voilà, et c'est vrai que il a fallu bien évidemment que je le garde éveillé jusqu'à l'arrivée des secours, et en fait c'est très long. Les pompiers ont mis une vingtaine de minutes avant d'arriver, parce que malchance pour nous, on était garés un petit peu en dehors des parkings habituels. C'est le problème des samedis, il faut trouver de la place. Et les pompiers ont tourné assez longtemps avant de nous trouver. Et donc une fois qu'ils sont arrivés, ils ont pris en charge la victime bien évidemment, et en fait l'épouse de la victime était un peu paniquée à l'idée de se dire comment je vais faire. Elle me dit j'ai pas le permis, comment je vais faire pour aller à l'hôpital. Donc je me suis assuré au moins que l'épouse puisse être prise en charge elle aussi dans l'ambulance, et que tout ce monde-là puisse partir à l'hôpital. Je me suis aussi assuré que la victime était consciente au moment où elle était embarquée. Et puis voilà. Puis je me suis manifesté auprès des pompiers aussi pour savoir si je pouvais être utile à autre chose. On m'a gentiment remercié de mon intervention, et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Madame Giraudy, vous voulez intervenir? Non, je voulais remercier effectivement. Je voulais remercier les intervenants, et c'était la boucle qu'on voulait boucler aussi aujourd'hui. C'était l'idée de dire, voilà, dans l'entreprise, effectivement, je contribue à porter secours à mes collègues. Je quitte l'entreprise, effectivement, ces compétences-là, je les exerce et je suis formée pour. Alors, vous évoquez le cas de la protection de la victime. C'est des choses sur lesquelles on travaille, en particulier sur et de cette foule qui est autour de l'accident. C'est quelque chose qu'on aborde, mais on n'est pas forcément confronté, ou on n'imagine pas forcément comment dans la réalité cette phase-là, elle a de l'importance. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent un petit peu plus parler quand on entend un témoignage comme le vôtre aux gens qui suivent cette formation dans leur entreprise. Et puis, quand on a échangé la première fois, il y a une petite remarque qui est intéressante à avoir, un petit feedback aussi pour vous qui passez de la formation à la réalité.
c'est la remarque que vous nous aviez faite sur la manière dont s'était passée votre formation, donc qui est une formation interne avec un formateur du groupe Engie, de dire finalement, quand je me suis, et c'est une remarque que vous m'avez faite, quand je me suis retrouvée face à la réalité, j'ai retrouvé tout ce que j'avais fait en formation. Ça a été, quand la formation SST, elle est bien faite, mais elle est bien faite. Et ça a été votre cas, c'est de dire, tant au niveau du matériel que de la manière dont les gestes sont travaillés, vous avez été directement confronté à ça, et c'était aussi une remarque que j'avais trouvée intéressante un des quelques échanges qu'on avait eus, c'est de se dire, finalement, oui. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir sur cette remarque-là. Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, je vous avais parlé du fait que finalement les mannequins sur lesquels on s'entraîne au massage cardiaque sont extrêmement fidèles à la réalité finalement, puisque c'est vrai que le ressenti est exactement celui qu'on a quand on est en formation de recyclage. Voilà, donc sur cette partie de la formation basique, alors encore une fois, le SST, c'est vraiment une formation de base qui peut être retranscrite et utilisée et appliquée dans tous les contextes, celui de l'entreprise, celui de la vie privée. C'est une formation qui permet d'aller jusque-là, qui permet de porter secours sur le parking du supermarché, comme à ses collègues, sur des gestes simples, d'où le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Alain, d'où cette importance de la simplification. On est sur des chiffres importants, d'où le premier sauveteur de France. Mais il faut savoir que j'évoquais tout à l'heure 18 millions et quelques de salariés. Ça veut dire qu'on a encore une marge de manœuvre considérable. 2 millions à 18 millions, il y a encore du monde à former. Et quand je parle de 18 millions, je parle que du régime général. Aujourd'hui, le SST est un dispositif qui est développé, on a été rejoint par d'autres dispositifs, par d'autres régimes, Le régime agricole travaille aussi avec le SST, la fonction territoriale aussi a choisi le SST, alors que on n'a pas forcément les mêmes obligations et les mêmes assureurs entre guillemets. Donc on est sur un dispositif qui permet d'aller relativement loin sur ce genre de geste et répond à un vrai besoin. Merci. Puisqu'on en parlait à l'instant, quelqu'un qui est formé SST, donc qui est formé au secourisme, ne doit pas avoir peur d'intervenir par peur de mal faire. Et on l'entend souvent, il y a des personnes qui angoissent et qui n'interviennent pas à cause de ça d'ailleurs. Oui. S'il y a un tel écart entre ce qu'on pourrait faire en nombre, je parle de volume, c'est souvent une des causes, c'est la crainte d'aller porter secours et la crainte de mal réaliser un geste et de faire une bêtise. Et on sait très bien que ne rien faire est bien pire que faire quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les clous. Ça, c'est prouvé, c'est dit des millions de fois. Donc, cette idée d'aller vers quelque chose de simple et de dispenser cette parole-là auprès de nos formateurs SST, c'est 20 000 personnes qui travaillent pour nous. C'est important de le passer et d'aller vers cette idée qu'avec une formation simple, des gestes simplifiés, et on va dans ce sens-là. Ça n'enlève rien au travail des gens qui sont formés, qui sont des professionnels et qui sont experts dans le domaine, mais il faut qu'on perde cette idée-là qu'effectivement, pour pouvoir intervenir comme ça et pouvoir sauver une vie, on a besoin de faire un geste technique parfait. Finalement, il vaut mieux mal faire que ne rien faire du tout. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quel est le résultat à atteindre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, la phase de l'examen... Alain, tu veux peut-être intervenir? La phase de l'examen, parce que tu en as parlé tout à l'heure, elle est primordiale. Savoir ce qu'on voit. Qu'est-ce que je vois? Je suis sur l'accident, qu'est-ce que je vois? Axel Gagné en a parlé tout à l'heure. Voilà. La victime respire, ne respire pas. Elle est consciente, elle n'est pas consciente. Est-ce que je vois il y a du sang, il n'y a pas de sang? Voilà. Donc sur cette phase-là, sans rentrer dans les détails, sur cette phase-là, c'est primordial. Et une fois qu'en face de cet examen, je sais quel est le geste que je dois y associer, quelle conduite à tenir. Après, s'il n'est pas fait parfaitement, effectivement, c'est pas grave. Oui. Il marche pas celui-là. Ouais, j'ai l'impression.
Hop, si, il marche sur la table. Oui, je voulais rebondir sur les 2 témoignages. Déjà, celui du docteur Lecomte, et c'est intéressant d'avoir un écho que le SST, bien sûr, porte le secours dans son entreprise. Mais voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la compétence ne s'arrête pas aux grilles de PSA, mais aussi sur un parking de grande surface. Et c'est voilà, le meilleur retour qu'on peut entendre. Réagir aussi sur le fait, voilà, le fait que je valide que de mal faire, c'est rien faire en fait. Vaut mieux tenter quelque chose que voilà, et on risque pas d'aggraver une situation qui est déjà visiblement dramatique. Et puis l'examen de la victime, effectivement, qui est la pierre angulaire de notre formation, puisque c'est à partir de l'état justement de l'examen qu'on va en faire, qu'on va pouvoir déterminer des actions à entreprendre, mais aussi une alerte à transmettre. Et on sait aujourd'hui voilà que l'alerte a aussi un rôle important après pour avoir des bons moyens au bon endroit, avec les bonnes compétences, voilà, en fonction de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu dire. Voilà. Merci. Une autre intervention, peut-être? Oui, on vous écoute, Monsieur Gagne. Juste, je voulais compléter sur comment dirais-je, l'état d'esprit dans lequel on est quand on intervient. Pour ce qui est de mon expérience, je me suis pas posé de questions. J'ai vu que la personne était en arrêt cardio-ventilatoire. Je me suis dit, si je réagis pas, elle va mourir sous mes yeux. Et je dois dire que les gestes, et je pense que c'est lié au fait que je suis SST depuis assez longtemps maintenant et que j'ai été recyclé régulièrement. Combien de temps? Depuis 2005. J'ai pas vraiment eu à réfléchir à ce que j'ai eu à faire. C'est-à-dire que j'ai enchaîné mon diagnostic comme on me l'a appris, et j'ai vu qu'il n'y avait plus d'autre choix que de masser, donc je me suis rendu à l'évidence, et puis voilà, j'ai pris mes marques comme on me l'a appris, et voilà, et j'ai massé comme on me l'a appris lors du recyclage. Je crois Puis que vous avez sauvé quelqu'un, hein, c'est pas rien ça. Aussi, c'est vrai. la formation qui est essentiellement pratique aussi permet effectivement voilà, d'avoir après des automatismes, et on retient plus facilement ce qu'on fait que ce qu'on pourrait voir ou entendre. Et puis ça, c'est souvent aussi un retour de nos participants quand on les retrouve ensuite sur des Macs où ils ont le sentiment d'avoir tout oublié, et que finalement, dès qu'on les remet en situation de sauveteur, secouriste du travail, et bien finalement, alors que c'est pas une situation réelle, mais toujours une situation de formation, et bien ça permet effectivement voilà, de retrouver dans les grandes lignes ce qu'on attend d'eux, et voilà, et vraiment les actions à entreprendre qui permettent, voilà, on va le dire, de sauver des vies, comme c'était le cas pour Axel. Des gestes réflexes. Pas forcément bien faits, mais néanmoins efficaces. Oui. Oui, par contre, parfois on est surpris, et c'est la remarque que vous aviez fait aussi. C'est-à-dire qu'en situation réelle, on sait aussi qu'on peut exceller et avoir effectivement le bon réflexe alors qu'on en avait peur en formation, et se découvrir au moment de la réalité de l'action. Comme on sait aussi que parfois on peut avoir une mauvaise surprise, et être formé. Voilà, on sait que ça existe. On ne veut pas faire peur, mais ça existe aussi. Dans le cas qui est là, voilà, la situation réelle a décuplé voilà, les réflexes et les bonnes pratiques. On a effectivement des cas où le fait de se retrouver confronté à la réalité est moins simple. Sur l'entreprise, je voulais faire une petite remarque parce qu'on parle des interventions avec l'exemple de PSA. Il faut savoir qu'une intervention sur un accident grave tel que les cas qui ont été cités là par le docteur Lecomte en sont, c'est très rare. Les chiffres nationaux, c'est une fois tous les 5 ans. Voilà, quand on est SST. Et la première question que j'avais posée à Axel Gagne quand on avait échangé, c'est est-ce que, en tant que SST dans l'entreprise, pourtant depuis 2005, est-ce que vous êtes déjà intervenu? Mais non. Donc voilà, là on a le cas d'un SST qui n'a jamais mis en œuvre dans son entreprise ses compétences de SST. Je parle de l'accident du travail important, je ne parle pas de la petite coupure ou du malaise, même si je n'enlève rien à la gravité de ces éléments-là. Mais il n'y a jamais eu d'intervention, et voilà, c'est dans la vie privée que c'est arrivé. Le SST au quotidien, heureusement, voilà. Les cas que vous citiez n'arrivent pas tous les jours. On est sur le cas d'une très grosse entreprise avec des travaux dangereux dans des ateliers où effectivement on pratique des travaux dangereux, mais ce n'est effectivement pas la réalité, et fort heureusement. Il a également été formé à la prévention, et effectivement, peut-être que sans le savoir, il a évité nombre d'accidents depuis 2005. Peut-être.
peut-être que c'est par l'autre volet du SST. On avait dit qu'on n'en parlerait pas On trop, on peut en parler un peu quand même. mais c'est compliqué de ne pas en parler. Surtout que normalement, c'est vraiment notre cœur de mission à l'INRS et sur le réseau prévention. Effectivement, quand on sait, quand on a vécu l'expérience d'un accident du travail ou un accident de la vie quotidienne aussi grave que ceux qui ont été évoqués là, quand on connaît ça et qu'on a vécu ça dans la réalité, on comprend mieux l'enjeu de la prévention et en quoi le SST, qui était également formé à être vigilant à l'observation et à l'analyse des situations dangereuses dans une situation de travail, a de l'importance. Bien évidemment, c'est l'autre volet qui n'était pas forcément le sujet du jour, mais qu'on développe de plus en plus et qu'on va essayer de valoriser, qu'on valorise, qui n'est pas suffisamment valorisé. Le thème d'aujourd'hui, le SST porte secours à son collègue qui fait un malaise ou qui subit un accident plus important. Tout le monde en est convaincu qu'effectivement c'est important, le SST est sur place. Quand on peut dépasser les préconisations qui sont soit Code du travail, soit recommandations de la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, tant mieux. Voilà. Et on essaie d'avoir des SST sur tous ces lieux-là, y compris sur du tertiaire et pas forcément dans de l'action ou de l'atelier dangereux. Mais c'est avant tout pour pouvoir être acteur tous les jours de sa propre prévention et de la prévention de ses collègues quand on est sensibilisé à ça. Et de la sécurité de ses collègues. Merci beaucoup. Alors, dans la salle, avons-nous des sauveteurs secouristes du travail? Si on en a, vous pouvez lever la main. Bon, je ne vais pas pouvoir compter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À tous? Oui, bah. Très bien. Est-ce que... Alors, avez-vous des questions ou des témoignages? Le monsieur? Marc de Flandre, ministère de l'Éducation nationale, donc je suis formateur SST. Je voulais d'abord vous féliciter pour le travail qui a été fait pour les annexes du référentiel SST. C'est super boulot, donc merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'outil de recensement des SST. C'est FortPrev, c'est Ogeli ou c'est encore un nouveau-né qui va remplacer les... Alors, effectivement, quand j'étais... Ma deuxième question, pardon, excusez-moi, je vous laisse après, pardon. Au niveau, là, on a suivi la réunion PSC1. Est-ce qu'il va y avoir une évolution sur l'accès aux personnes handicapées pour le SST? Merci. Alors, la première question, effectivement, j'ai parlé des 2 millions, 2 millions et demi. Dans les 2 millions, 2 millions et demi, qui sont ceux qui sont recensés sur la partie... secteur privé, on va dire, donc formation professionnelle continue, j'aurais dû rajouter effectivement le cas particulier et toute cette action qui est faite par l'Éducation nationale, donc qui forme également des jeunes en lycée professionnel, en CFA, sur d'autres dispositifs, donc des jeunes qui ne sont pas encore en situation de travail mais qui vont l'être, qui sont sur des phases d'alternance. Sur des volumes, les chiffres, c'est 170 000 jeunes à peu près par an. Sur le territoire national, voilà, ça sont les chiffres qui sont effectivement recensés dans un autre outil. Donc, quand je parlais d'un outil, je parlais de FortPrev. Tenez. D'accord. Alors, que tout le monde entende. Oui, j'ai entendu. Effectivement, quelques... Je précisais, pardon, que je forme des salariés du ministère de l'Éducation nationale, pas des élèves. D'accord. Alors, autant pour moi. Donc oui, donc, bon, on a aussi les jeunes que je n'avais pas évoqués tout à l'heure. Lorsqu'on forme ses collègues à l'Éducation nationale, normalement, on devrait être sur du hors régime général, entreprise, donc FortPrev. Alors là, c'est une question qui ne vous concerne peut-être que vous, donc un peu technique, on peut en discuter en aparté. Voilà, soit on est très réglo et dans le comptage des personnes, on les met au bon endroit. Après, on est... à la marge. Ça ne va pas complètement fausser les statistiques si effectivement on les met dans un système ou dans l'autre. Donc on a deux systèmes de comptage. Effectivement, tout ce qui se passe dans le cadre de la formation initiale au sens lycée, centre de formation d'apprentis, établissement public ou quelques réseaux comme ça qui sont de la formation initiale. Et puis les salariés d'entreprise. Et puis on a des structures comme les vôtres qui sont les deux. Voilà. Et pour bien faire, on devrait, vos collègues, les recenser dans la formation continue et vos élèves
dans la formation initiale. Bon, voilà. Et la deuxième. Et alors, la deuxième question, effectivement, on l'avait évoquée entre nous, comme ça, c'est une question qui revient très souvent. Le PSC1 est allé jusqu'à sortir un référentiel sur les personnes à mobilité réduite et permettre l'accès de ce certificat et de cette reconnaissance de compétences aux personnes à mobilité réduite. Sur le SST, c'est toujours un sujet délicat où il est très compliqué de faire une règle générale. Sur le handicap, on a toujours des difficultés à dire, ben voilà, pas de souci, les personnels handicapés peuvent être SST. Peuvent. Ben, je suis d'accord. Avec ça, je suis d'accord. Par contre, dans certains cas, c'est bien plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas simplement dans le geste qui sauve, on n'est pas simplement dans cette technique, il y a d'autres choses autour, et on est dans un contexte de travail. Un SST, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va être formé, normalement par l'employeur, voilà. C'est une démarche de l'employeur que de former son salarié, pour ensuite le désigner sur une liste reconnue de personnes mobilisables qu'on va aller chercher au moment de l'accident. Ce qui veut dire que dans certains cas, on va avoir, quand on a plusieurs cas de figure ou personnes qui sont sur cette liste de SST, la question est de se poser, est-ce que réellement une personne qui n'est pas capable de faire par exemple tous les gestes, est-ce que décemment, je peux lui dire, vous allez pouvoir tenir cette mission de SST, être désigné par un employeur dans tout contexte possible de travail. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, le SST, c'est transférable d'une entreprise à l'autre. Alors dans un contexte, dans cette entreprise-là, parce qu'il y a un système, parce que les collègues connaissent mon handicap, parce que c'est organisé de telle manière que, voilà, dans certains cas, on a été questionné sur des ESAT où il y a l'éducateur, où il y a, voilà, parce que le contexte permet à la personne de faire ce qu'elle doit faire en tant que SST. Et demain, je suis SST et je me retrouve dans une entreprise. Est-ce que ce SST, ce certificat de SST est toujours valable ? Pas toujours. Donc à chaque fois, à cette réponse-là, on est en train de l'étudier parce qu'évidemment, c'est discriminant, on est bien d'accord. Et tout salarié a droit à une formation et doit pouvoir avancer dans sa vie professionnelle. Mais dans certains cas, la réponse, elle n'est pas possible ou la réponse, elle est clairement non. Il nous est arrivé d'être sollicité pour un questionnement simple sur un cas précis et où la réponse elle a été non, cette personne-là elle ne peut pas être SST. Elle peut avoir une attestation de formation aux gestes de premier secours, elle peut en faire un certain nombre, elle peut mais au final sur la globalité des compétences du SST dans le contexte de l'entreprise tel que ça existe parce que l'entreprise dans l'organisation des secours, ce cas de figure-là il n'est pas possible de le prendre en compte parce que je ne vais pas citer, je me l'interdis, c'est pour ça que je cherche mes mots, je ne veux pas citer de handicap en particulier parce qu'après on va en faire une généralité. Donc la réponse c'est de dire aujourd'hui c'est du cas par cas. C'est à l'étude, voilà, à notre niveau parce que ça nous pose souci de dire non, clairement. Ce qu'il faut aujourd'hui, le SST dans l'entreprise, c'est une formation professionnelle, c'est pas un outil de valorisation de la personne. Et c'est là qu'il y a eu un petit peu d'excès. Alors que la formation sert à ça aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des cas chez vous. Non. Quelqu'un veut intervenir sur cette question sur PSA, sur est-ce que des personnes sur du handicap ou des choses comme ça qui soient également SST. À ma connaissance, non, on n'a pas eu de cas. Je vais juste demander à Joël. Ah, 2. J'ai mes pompes juste là, 2 cas. Ouais. Bon après. 2 cas, je vous amène le micro. On a eu 2 cas de personnes qui ont eu des problèmes de santé après avoir été SST et qu'on n'a pas reconduit dans leur fonction. Parce qu'elles ne pouvaient pas intervenir sur le lieu de travail où elles étaient, elles ne pouvaient pas du tout intervenir. Voilà, il y a une mission après sur le lieu de travail, hein, c'est ça que je voulais dire. Ça ne les empêche pas d'avoir une attestation de fin de formation, d'être formés à certains gestes de secours, mais par rapport à la mission globale dans l'entreprise, ce n'est pas toujours facile. L'étude, elle se fait au cas par cas. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais on a une MAC tous les 2 ans. Quelqu'un qui se casse la jambe 1 mois après son MAC, il n'est pas suspendu du SST pendant 1 an et demi. Hein. Non, mais entre le handicap transitoire de la jambe dans le plâtre et un handicap lourd, voilà. Quand je dis c'est du cas par cas, là on est sur 2 extrêmes, hein, on est d'accord. Une autre question dans la salle, madame ?
Bonjour. Alors en fait, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Dans l'entreprise où j'ai travaillé, je ne la nommerai pas, je suis formateur de formateurs et j'avais mis en place une formation pour un groupe de malentendants, sourds et malentendants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un traducteur pour la formation initiale et j'ai formé le traducteur. Donc le traducteur est ressorti de la formation avec son certificat SST, mais pour l'évaluation de chaque geste et de chaque phase de la formation, je n'ai jamais rien fait traduire à ces futurs secouristes. Après, à chaque fois que j'ai eu ces secouristes que nous avions validés en MAC, je n'ai jamais demandé de traducteur et je me suis toujours débrouillée, moi, en tant qu'entendante, pour leur délivrer la formation. Et ce qui se passe, c'est que le sourd complet, effectivement, non appareillé, se débrouillait aussi très bien. Et le malentendant appareillé, ça ne pose pas de problème. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les malentendants et les sourds parlent. Donc ils sont tout à fait capables de faire passer l'alerte. Et au-delà de ça, j'ai eu un témoignage d'un de ces SST qui est intervenu à l'extérieur de l'entreprise, dans un supermarché, où il a effectué un massage cardiaque, où il a fait alerter les secours, et tout s'est très bien passé. Donc je voulais vous faire part de ce témoignage, parce qu'en matière de handicap, je pense qu'on peut vraiment, en modifiant un petit peu sa manière d'enseigner, de former et de montrer les choses, y arriver. Est-ce que je peux vous poser... Oui. Est-ce que je peux vous poser une question ? Dans le cadre de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, est-ce que ces personnes ont été référencées par l'employeur comme SST et repérées avec... bon, je ne sais pas quel système vous avez dans cette entreprise. Alors, le problème, c'est que dans l'entreprise où je travaillais, aucun secouriste n'était référencé pour intervenir en cas de grande intervention de masse. Donc, ils étaient référencés sur la liste du service où ils travaillaient, les uns et les autres. Ils travaillaient dans l'hôtellerie, donc en contact avec du public et des salariés. Mais au titre majeur de l'entreprise, aucun des secouristes formés n'était référencé. Parce que ce qui aurait pu être intéressant, c'est voir, après, parmi tous les secouristes de l'entreprise, est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'ils étaient repérés, repérables, oui, est-ce qu'ils ont été, oui, comme tous les autres, faisant partie de la liste des SST désignés par l'employeur. Au niveau de leur département de travail, oui, ils étaient sur la liste. On pouvait s'adresser à eux pour porter secours, au même titre que les autres. C'est au tour du monsieur. Bonjour, formateur de formateurs à la Croix-Rouge. J'aimerais rappeler à mes collaborateurs une chose importante, c'est le projet quand même. C'est-à-dire qu'on est plusieurs acteurs et qu'il y a l'employeur, il y a le médecin du travail. Et ça, c'est important avant de mettre en place ces problématiques. Parce que ces problématiques, si on monte un projet correctement, on peut les identifier en amont et nous éviter d'avoir ces freins pendant la formation. Je vous remercie. Merci. Oui, madame, je crois. Le monsieur avant ? C'est gentil. Bonjour, donc je suis médecin du travail à EDF. Je voulais poser une question. Est-ce que le fait de faire les recyclages un jour tous les 2 ans a été un choix ou pourquoi cette périodicité qui me semble un petit peu trop longue? Alors, sur ces questions de durée et fréquence, la première remarque très générale que je ferais, c'est que en matière de formation professionnelle continue, nos dispositifs font partie des rares pour lesquels on impose un recyclage. Quand on a un diplôme, quand on a un certificat ou un CQP, on l'a à vie. La particularité effectivement de nos dispositifs, c'est qu'ils imposent un recyclage tous les 2 ou 3 ans. On a aujourd'hui à nous battre et à prendre en considération 2 paramètres. Médecin du travail ou salarié SST ou formateur SST, le discours ou la remarque qui est faite, c'est pourquoi c'est si long, tous les 2 ans. Et puis à côté, en formation professionnelle continue, on a quand même un acteur important,
c'est l'employeur et c'est le financeur qui nous dit non mais attendez, vos formations là où il faut payer une formation, financer, mobiliser des gens tous les 2 ans, voire tous les ans, il y a eu des choses comme ça par le passé, mais ça on n'en veut plus. Et ça on va supprimer, on va plus financer. Et on a des employeurs qui nous disent mais moi on va passer à autre chose. Donc voilà, on est avec une balance à 2 plateaux. D'un côté, ce besoin et cette envie, bien évidemment, nous aussi, les formateurs, les SST, on aimerait bien les voir tous les jours. Pour leur passer ce discours-là, si nos formateurs, on pouvait les voir tous les 6 mois, ce serait parfait. On serait sûr que quand il y a un changement, comme il y en a eu en 2015, comme il y en a un sur le PSC1, ce soit compris. Et puis à côté, sur l'autre plateau de la balance, on a les financeurs qui nous disent mais votre dispositif, on va bientôt plus le financer. Donc, donc effectivement, c'est un choix et c'est un choix sur lequel on peut revenir. C'est un choix qui est rediscuté, sur lequel il y a de la pression constante du monde économique, puisque la formation professionnelle fait partie de ce monde-là. Et ça, c'est pas simple. On est plutôt dans la tendance actuelle, je pense que personne l'ignore, dans un allongement des durées que dans l'idée de les raccourcir. Passer à une formation recyclée tous les ans, ça passera jamais, ça ne passera plus. On n'est plus dans le rallongement de la durée, on est plutôt dans comment raccourcir, comment mobiliser mes salariés moins longtemps. Donc, selon la position, le docteur Lecomte, qui est médecin du travail, peut-être aussi, il aimerait que les personnes qui peuvent intervenir sur le secours soient très régulièrement recyclées, soient au fait, et davantage formées. C'est pas possible aujourd'hui. Pour l'employeur, c'est pas possible. Pour le financeur, c'est pas possible. Donc, on essaie de faire au mieux entre les deux. On avait évoqué ensemble, docteur, cette problématique justement. Oui. Pour reprendre l'exemple de mon entreprise, effectivement, c'est une demande des salariés qu'on entend souvent, qui nous disent 2 ans c'est long. On aimerait bien qu'il se passe quelque chose un petit peu en intermédiaire, à 1 an, un rappel des principaux messages. On en a parlé dans les débats, avec la peur de l'oubli des gestes. Ça remonte très, très, très souvent dans les formations. Et même quand l'aspect financier n'est pas forcément majoritaire, quand c'est géré en interne comme chez nous, je vois mon directeur de site à la cérémonie que j'évoquais juste avant, il me dit 2 ans, c'est super court, quoi. Enfin, pourquoi pas plus. C'est vraiment une logique employeur à espacer, quoi. Et puis ok, on mobilise les salariés un jour, en attendant moi je fais pas ma production, enfin on a des discours comme ça, quoi, qui viennent de plus en plus de la part des employeurs, effectivement. Donc la seule solution qu'on a par rapport à ça, parce qu'on veut que notre dispositif continue à vivre, il y a du monde derrière et il y a des choses qui sont produites, on vient de le voir, et là on a notre rôle à jouer aussi, c'est d'accompagner les gens dans le comment pendant 2 ans je pourrais réviser, comment je pourrais revoir les choses. Alors il y a des petits changements qui sont peut-être anecdotiques pour certains, mais on a rendu, par exemple, accessible sur le site de l'INRS, site grand public, 70 000 connexions jour, le guide des données techniques, qui était avant dans l'espace formateur caché. Alors ça veut dire quoi? Ça s'est fait pourquoi? C'est justement pour permettre à tout un chacun, et pas seulement au SST, d'aller dans ce document et de le relire quand on veut. On va le télécharger. Ce geste-là, enfin ce changement-là qui est intervenu en 2014, il n'est pas anodin, il veut dire ça, il veut dire, voilà, on va peut-être commencer à vous aider un peu et à vous donner, on en a un peu parlé ce matin, voilà, on est sur un travail sur des petits outils qui permettent aux gens d'aller de temps en temps réviser, revoir les choses. Alors, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais au niveau de l'INRS, on est sur des thématiques qui sont dites prioritaires. C'est-à-dire qu'on va, sur certaines branches professionnelles où il y a une grosse accidentologie, on va développer plus d'actions. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une activité, donc une branche professionnelle particulière dans laquelle l'accidentologie est très importante, c'est l'aide à la personne. Et on a par exemple développé avec cette branche professionnelle un site ouvert à tout le monde qui s'appelle Prévention Domicile, sur lequel on a mis en... vous pouvez y aller, voilà, même si vous n'êtes pas de ce secteur. On a fait un petit outil où on peut réviser tout le contenu du SST. Ça ne donne pas du tout de certificat, ça ne donne rien du tout, pas d'allègement ou à la formation. Mais par contre, on va y retrouver tout le contenu de la formation, tant en matière de prévention qu'en matière de secours, avec des gestes, des petits films qui sont contextualisés au domicile. Voilà, donc on va développer des choses comme ça.
pour que la personne qui est formée SST ou pas, non, mais que ça va peut-être amener à demander une formation SST, aille réviser, revoir les choses, revoir les gestes, voilà. Donc c'est effectivement plutôt cette option-là qu'on prend, mais raccourcir la durée de 2 ans, non. Non, on n'y arrivera pas. Une autre question, madame, je ne vous ai pas oublié. Bonjour, Daisy Akoué. Je voudrais apporter mon témoignage et voir éventuellement solliciter votre assistance. Donc moi je suis issue plutôt de la sphère sécurité civile et il me semble qu'il y a parfois une grande différence avec la culture de la sphère santé au travail, risque professionnel. Il y a 2-3 ans, à la première édition de Secours Expo, à ce moment-là je travaillais pour l'Agence régionale de santé, siège Île-de-France. Il y avait donc un service santé au travail qui venait d'acquérir des défibrillateurs pour mettre sur le site. Et donc la documentation, enfin on va dire les messages écrits qui accompagnaient cette mise en place, qui étaient sur l'intranet à l'époque, disaient bien qu'il fallait appeler le sauveteur secouriste du travail et surtout, si on ne l'était pas, ne pas toucher. Bon, ça c'était il y a 2-3 ans. Je pensais que c'était un cas isolé. Aujourd'hui, je travaille pour un organisme public à vocation sociale, à peu près 350 sites, assez divers. Il y aura autant de l'immeuble de bureaux purs que des établissements médico-sociaux, et puis aussi, par exemple, des aides à domicile ou des gardiens. Donc, par exemple, les établissements médico-sociaux, ce sera beaucoup l'FGSU, ce qui n'empêche pas le SST, mais pour les gardiens aux aides à domicile, on va plutôt être sur du PSC1. Et là, donc moi, je suis en charge de diffuser une culture de sécurité civile, et j'ai bien retenu, depuis la première édition de Secours Expo, qu'il faut non seulement former le français, mais en plus l'inciter à oser agir. Donc je suis dans cette logique, je veux inciter mes 6000 agents, si je puis dire, à avoir cette action. Et on sait très bien qu'une grande partie, on ne les emmènera jamais directement au SST ni au PSC1. Et une partie va se former tout seul en ce moment sur les gestes qui sauvent, sans rien nous demander, ce qui est très bien. Et donc moi, on a un service ressources humaines, bureau prévention, risque professionnel, etc. Et là, je me suis retrouvée en face de 4 personnes qui m'ont tenu le discours suivant. Et donc, je vous le cite tel qu'il est dit et écrit, autant pour le défibrillateur que pour l'action de secours. Un agent qui utilise un défibrillateur sur un autre agent doit être sauveteur secouriste du travail, sinon il met en risque la responsabilité de l'employeur. Et un agent qui utilise un défibrillateur sur un usager résident doit avoir bénéficié d'une formation payée par l'employeur et traçable, sinon il met en risque la responsabilité de l'employeur et potentiellement en faute professionnelle. Alors, forcément, j'ai beaucoup de mal à passer mon propre message. On a le service ressources humaines qui a celui-là. Et ils légitiment leur position en faisant une dichotomie entre secourisme citoyen et secourisme au travail, en présumant que c'est cette nature de la personne qui va faire une différence vis-à-vis du juge. Et également que le PSC1 et le geste qui sauve n'est pas cité dans la littérature travail, bon, le SST non plus. Donc j'entends très bien que le SST soit plus adapté, hein, je ne remets pas en cause. Mais alors, j'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas dans la culture de la formation côté travail, s'il n'y a pas quelque chose qui pousse les gens à avoir cet état d'esprit, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'il n'y a pas un message à passer dans cette sphère ? Merci. Alors que de manière générale, en matière de communication, nous ayons beaucoup à faire pour faire taire des non-sens, tels que vous pouvez en citer un là, mais il y en a d'autres. Clairement, ça, je le reconnais. On a auprès des employeurs un gros travail à faire. Néanmoins, alors votre cas de figure serait à creuser, mais c'est intéressant, on le fera peut-être en aparté après. Tout dépend si on se retrouve dans un contexte où j'ai un SST dans le service, là dispo, et d'autres personnes, ou pas. Néanmoins, quand je suis salarié, je reste aussi citoyen et tenu de porter secours à une personne en danger. Cette obligation-là, elle reste là. Par contre, le fait qu'effectivement, si à côté de moi, mon collègue est SST, il sera effectivement mieux à même d'intervenir en prenant en considération tous les éléments qu'il a suivis pendant sa formation. Donc voilà, c'est un petit peu à creuser. C'est en ça que je dis qu'il y a à étudier la question, mais simplement dire que si mon SST il est
Dans le service où on parlait tout à l'heure de cas isolés comme chez PSA, je sais que sur l'endroit où je me trouve, il n'y a pas de SST et qu'il faut que j'aille chercher le collègue. Je sais qu'il y en a un, mais il est 3 ou 10 étages plus haut ou dans le bâtiment d'à côté. Je suis tenue, j'ai l'obligation de faire quelque chose là tout de suite. Hein. Après, effectivement, que j'aille faire intervenir, interpeller, alerter et puis m'adosser les compétences du SST, oui. Mais par contre, en tant que personne, jamais on pourra vous reprocher d'avoir fait quelque chose et d'avoir agi. Ça, c'est quelque chose qui est... voilà. C'est sur... Oui, alors juste pour compléter et répondre aussi, déjà en termes de SST, pas SST, c'est bien quiconque s'abstient volontairement de porter le secours qui est punissable. Ça, c'est du code pénal. Et avant d'être salarié, de toute façon, il est acteur citoyen de sécurité civile. Le décret de 2007 par rapport à la défibrillation, c'est du public access, qu'il soit formé ou pas formé. Donc tout ce qui a été marqué dans cette note, visiblement, est... Enfin, je ne sais pas qui l'a écrite, mais ça serait bien d'en discuter avec lui. Voilà, donc je pense qu'on on peut pas écrire des choses comme ça, c'est sûr et certain. Et il va porter le secours, qu'il soit salarié, pas salarié, qu'il soit visiteur, pas visiteur. Et après, sur la réglementation Code du travail, effectivement, où c'est bien indiqué secouriste, hein, on aimerait bien que ça soit marqué SST, mais un SST est un secouriste, une personne titulaire d'un PSC1 est également un secouriste. Donc peu importe, enfin je veux dire, il n'engagera jamais sa responsabilité ni pénale ni civile. Le civil, c'est de toute façon celui qui paye, ça sera l'employeur, jamais celui qui va intervenir. Et puis là, j'ai envie d'évoquer un code qu'on n'a pas encore cité, qui est le code moral, et se dire, il y a une note de service et je ne vais pas porter le secours à une personne alors que je sais que ce que je peux mettre en œuvre va peut-être lui permettre de lui sauver la vie. Bon, il n'y a pas besoin d'écrire des notes là-dessus, quoi, je pense. Bon, ça n'engage que moi, ça. Une dernière question, monsieur ? Bonjour, voilà, je voudrais vous poser une question plutôt sur une démarche pédagogique, plutôt évaluative. Je me posais la question, quelle était effectivement la plus-value par rapport à une évaluation de formation de base, SST, sur l'évaluation certificative, par rapport à une évaluation formative. Quelle était la plus-value d'une évaluation certificative pour ce type de personnel par rapport à une évaluation formative qui peut être totalement adaptée à ce type de formation? Alors ouais, je pense... Ouais. Tu veux répondre ? Je suis pas. Il y a peut-être une petite confusion parce qu'il peut y avoir les deux. Et en l'occurrence, il y a les deux dans le SST. Hein. L'évaluation formative, c'est l'évaluation en cours de formation, mais l'évaluation certificative, c'est l'évaluation qui permet de délivrer le certificat. Or, l'évaluation certificative, elle peut être faite. C'est une évaluation sommative qui va être la somme de plusieurs évaluations qui, au final, est certificative. D'accord ? Donc, par contre, je pense que votre question, c'est plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas justement ce système d'évaluation sommative qui va être donc la somme de plusieurs évaluations en cours de formation qui va permettre de délivrer le certificat plutôt qu'une évaluation certificative finale. Ça, c'est un choix qu'on a fait, sur lequel il est toujours possible qu'on vienne. L'évaluation certificative, c'est le moment où, et c'est comme ça qu'on l'a écrit, c'est le moment où on formalise noir sur blanc que c'est OK ou pas OK. Mais l'évaluation certificative toute seule, elle sert à rien. Elle vaut rien. Le travail, il doit être fait avant. Et c'est pour ça que je dis dans le SST, il y a les deux. C'est-à-dire qu'en cours de formation, j'évalue mon apprenant au fur et à mesure de ma formation avec ce qu'on appelle des évaluations formatives en cours de formation. Et au final, parce qu'on a voulu y mettre un petit peu de cadre et parce qu'un souci d'équité aussi, on a imposé une forme d'évaluation certificative qu'il faut remettre à sa place. Il ne faut pas lui donner plus d'importance. Ce n'est pas un devoir sur table, ce n'est pas un concours de l'ENA. Hein. C'est simplement une formalisation des résultats de la formation. Et à un moment donné, je dis c'est OK ou c'est pas OK. Cette personne-là, elle est SST ou elle n'est pas SST. Mais par contre, on a bien les deux. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre la fin de la formation. Quand je suis formateur, je n'attends jamais la fin de la formation pour savoir si mon stagiaire il est OK ou s'il n'est pas OK. Je le sais avant. Tous les gens qui font de la formation le diront. Donc, je peux donner le résultat de l'évaluation certificative avant. Mais par contre, voilà, parce que c'est une formation qui nous appartient, et c'est nous qui faisons ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, ben voilà, on a donné un cadre qui soit commun. Je parlais tout à l'heure de 5000 entités qui font du SST, entreprises et organismes de formation. Donc, pour qu'il y ait un SST formé par, on avait la Croix-Rouge, un petit organisme régional, une grosse entreprise comme PSA, une petite. Voilà, pour qu'on ait cette équité, on a imposé une épreuve commune. Mais ce n'est pas là que se fait l'évaluation.
D'accord? Voilà. Ce serait très long comme débat. Il faut qu'on rediscute. Si vous êtes formateur, monsieur, il y a une discussion un peu plus longue à avoir. Merci. Merci à nos invités. Merci à vous également pour vos questions et vos témoignages. Une bonne soirée à tous. Merci encore.